En avril 1945, il était clair que l'Allemagne nazie allait perdre. Depuis l'Est, l'armée rouge soviétique continuait d'avancer. Depuis l'Ouest, les soldats des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d'autres pays alliés avancèrent également rapidement. L'Allemagne était maintenant prise en étau des deux côtés, mais même s'il n'y avait presque plus d'espoir de gagner, Adolf Hitler refusait toujours de se rendre. Il s'est caché dans son bunker sous Berlin et a ordonné de défendre la capitale jusqu'au dernier soldat. C'est ici que commença la dernière grande bataille de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la bataille de Berlin. Quelques années auparavant, la situation était tout le contraire. En 1941, l'armée allemande a attaqué l'Union soviétique. Des millions de soldats allemands ont avancé vers l'Est et sont même arrivés près de Moscou. Ils ont occupé de nombreuses villes et une grande partie du territoire soviétique, mais ils n'ont pas réussi à vaincre complètement l'Union soviétique. Après plusieurs années de combats très intenses, l'armée rouge a progressivement repoussé les Allemands. De Moscou, Stalingrad, l'Ukraine, la Biélorussie et la Pologne, l'armée allemande a été forcée de battre en retraite jusqu'à ce que la guerre atteigne l'intérieur même de l'Allemagne. En janvier 1945, les forces soviétiques ont atteint l'Oder. Ce fleuve est important car il constitue le dernier grand obstacle avant Berlin, la capitale de l'Allemagne nazie. À certains endroits du front, les soldats soviétiques n'étaient plus qu'à environ 60 km de la capitale. À cette distance, ils étaient vraiment très proches. Cependant, l'armée rouge n'a pas attaqué Berlin immédiatement, même si elle était déjà proche. Beaucoup de soldats soviétiques étaient également épuisés. En effet, cela faisait plusieurs mois qu'ils marchaient et combattaient presque sans arrêt. Il fallait aussi acheminer à la ligne de front nourriture, munitions, carburant, médicaments, obus et pièces détachées. C'est pourquoi des millions de soldats ne pouvaient pas simplement foncer sans un approvisionnement suffisant. Les commandants soviétiques devaient aussi s'assurer que leurs flancs étaient en sécurité. S'ils marchaient directement sur Berlin, alors que d'importantes forces allemandes restaient au nord et au sud, leur armée risquait une attaque à l'arrière et la coupure de leur ligne de ravitaillement. Pour cette raison, la grande avancée s'est momentanément arrêtée pendant la préparation de l'opération suivante. Selon le plan initial, cela pouvait marquer le début de l'attaque finale sur Berlin. Mais le dirigeant soviétique Joseph Staline s'inquiétait. Alors que l'armée rouge était positionnée sur l'Oder, les alliés occidentaux avançaient rapidement depuis l'autre côté de l'Allemagne. Ils traversaient déjà le Rhin et de nombreuses positions défensives allemandes à l'ouest tombaient également. Staline craignait que les alliés occidentaux n'arrivent en les premiers. Ils traversaient déjà le Rhin et de nombreuses positions défensives allemandes à l'ouest tombèrent également. Staline craignait que les alliés occidentaux n'arrivent en les premiers. L'armée américaine et britannique à Berlin. La ville n'était pas seulement une simple cible militaire. Berlin était la capitale du gouvernement nazi. C'est là que se trouvaient les bâtiments importants du régime, le centre du pouvoir où ils se cachaient. L'armée américaine et britannique à Berlin. La ville n'était pas seulement une simple cible militaire. Berlin était la capitale du gouvernement nazi. C'est là que se trouvaient les bâtiments importants du régime, le centre du pouvoir où ils se cachaient. Celui qui arriverait le premier à Berlin obtiendrait aussi une grande victoire symbolique. Cela prouverait au monde qui a vraiment renversé les positions défensives allemandes. Cela montrerait au monde entier qui a finalement fait tomber le centre nazi. Le commandant allié, le général Dwight Eisenhower, a également déclaré que Berlin n'était pas la cible principale des alliés occidentaux. Pour lui, il était plus important d'écraser les forces allemandes restantes et d'éviter un grand nombre de pertes lors d'une bataille intense à l'intérieur de la ville. Mais Staline ne faisait pas entièrement confiance à cette explication. C'est pourquoi il a ordonné de lancer immédiatement la grande offensive. Au lieu d'attendre le mois de mai, l'opération a été fixée au 16 avril 1945. Pour prendre Berlin, l'Union soviétique a utilisé 3 grandes armées qu'ils appelaient des fronts. Un front était composé de plusieurs armées comprenant l'infanterie, des chars, de l'artillerie, des ingénieurs, des avions et d'autres unités de soutien. La plus grande force était le premier front de Biélorussie dirigé par le maréchal Gueorgui Zhoukov. Zhoukov était l'un des commandants soviétiques les plus célèbres pendant la guerre. Il a joué un rôle majeur dans la défense de Moscou et dans d'autres grandes opérations contre l'Allemagne à Berlin. Ces forces allaient affronter la partie la plus difficile de l'attaque. Depuis l'Oder, ils devaient rembriser les défenses allemandes sur les hauteurs de Silo. Ensuite, ils suivraient la route principale vers Berlin et iraient indirectement au centre de la ville. Les hauteurs de Silo sont des terres élevées à l'ouest de l'Oder. Comme c'est plus élevé que les environs, les défenseurs allemands pouvaient clairement voir les soldats et les chars soviétiques approcher depuis l'est. Ils pouvaient frapper les assaillants avec artillerie, mitrailleuses, mortiers et armes antichars avant leur approche. Au sud, le premier front ukrainien du maréchal Ivan Koniev était positionné. Son travail consistait à percer les défenses allemandes sur la rivière Ménez, puis à contourner vers le sud de Berlin.
Son objectif était de couper les routes menant hors de la ville et d'empêcher les renforts allemands d'atteindre la capitale. Au début, il n'était pas clair si les forces de Koniev entreraient directement dans Berlin, mais tout le monde savait qu'il y avait une compétition entre lui et Zhukov. Ils voulaient tous les deux être reconnus comme le commandant qui entrerait le premier et prendrait la capitale d'Hitler. Au nord, le deuxième front biélorusse du maréchal Konstantin Rokossovski est également prêt. Son attaque commencera un peu plus tard. Sa tâche principale est d'empêcher les forces allemandes du Nord d'interférer avec l'avancée de Zhukov. Au total, l'Union soviétique a préparé une force immense pour l'offensive finale. Environ 2,5 millions de soldats participent à l'opération. Cela inclut des milliers de soldats polonais qui combattent aux côtés de l'armée rouge. Ils disposent également de plus de 6 000 chars et canons automoteurs, de plus de 40 000 pièces d'artillerie et mortiers, ainsi que de milliers d'avions militaires. Par endroits sur le front, les canons, très nombreux, sont presque côte à côte. Avant l'offensive de l'infanterie et des chars, un bombardement intense des positions allemandes est prévu. L'objectif est de détruire les bunkers, les tranchées, les lignes de communication, les positions d'artillerie et les routes utilisées par les défenseurs. La force de l'armée rouge est importante, mais cela ne veut pas dire que leur tâche sera facile. Beaucoup de leurs soldats sont des vétérans de la guerre, mais ils sont aussi fatigués. Certains combattent depuis des années. Beaucoup ont vu la destruction de leur maison et la mort de leur famille après l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie. Leur désir de mettre fin à la guerre est fort, mais les préparatifs pour l'attaque finale avancent aussi rapidement. Certaines unités doivent être déplacées, réorganisées et équipées rapidement. Certains soldats manqueront de repos, alors que certains commandants ne connaissent pas encore parfaitement le terrain qu'ils vont attaquer. Les commandants allemands savent qu'arrêter l'armée rouge est difficile. À l'est de Berlin, le groupe d'armée Vistule, mené par le général Gotthard Heinrichi, constitue la principale force. Contrairement à d'autres, Heinrich, surnommé Bistola, n'obéit pas aveuglément à Hitler, commandé par le général Gotthard Heinrichi, contrairement aux autres commandants nazis. De l'autre côté, il sait comment utiliser le terrain, les tranchées, l'artillerie et les positions cachées pour rendre très difficile l'arrêt d'un ennemi plus nombreux. Au sud, certaines unités du groupe d'armée centre du maréchal Ferdinand Schörner sont également présentes. Ce sont des commandants principaux, alors que l'Allemagne manque de soldats dans la région. Mais arrêter la vraie armée rouge avec leurs troupes est très différent. Beaucoup de divisions allemandes ne le sont que de nom. Il manque de soldats, de chars, de munitions, de carburant, de nourriture et de véhicules. Il reste encore quelques puissantes unités de la Waffen-SS et quelques unités Panzer. Celles-ci comptent des soldats vétérans et des chars puissants. Mais beaucoup de leurs autres troupes viennent d'être formées. Ils manquent d'entraînement et viennent de différentes unités. La défense inclut aussi le Volkssturm, une milice formée par le gouvernement nazi en fin de guerre. Comme l'Allemagne manquait de soldats réguliers, on a appelé des hommes qui n'étaient auparavant pas concernés par le service militaire. Beaucoup d'entre eux étaient des hommes âgés. Il y avait aussi quelques adolescents, presque encore des enfants, qui manquèrent de formation adéquate. Certains n'ont reçu qu'un fusil, quelques balles ou un Panzerfaust utilisé contre les chars. Après une brève instruction, ils ont été envoyés dans des positions défensives pour affronter une immense armée soviétique. Il y en avait 3 principales. L'Allemagne avait 3 lignes de défense autour des hauteurs de Silo. Ils ont construit des tranchées, des bunkers, des champs de mines, des fossés anti-chars et des positions d'artillerie camouflées. Ils ont aussi inondé des zones basses près de l'Oder pour gêner le passage des chars et de l'infanterie soviétique. Même si des positions défensives étaient en solide, le commandement allemand était déjà en désordre. Hitler donnait des ordres depuis son bunker alors qu'il ne comprenait plus vraiment la situation réelle à l'extérieur. Il interdisait souvent la retraite, même si cela était nécessaire pour sauver les soldats et établir une meilleure défense. L'Allemagne n'avait plus assez de carburant pour déplacer rapidement ses chars et ses réserves. Si l'armée rouge brisait la principale ligne de défense, il ne resterait plus beaucoup de force pour les arrêter avant d'atteindre Berlin. Beaucoup de soldats allemands le savaient, mais ils continuaient à se battre pour différentes raisons. Certains restaient fidèles à Hitler et au parti nazi. D'autres craignaient tant d'être punis par leurs propres officiers s'ils fuyaient ou se rendaient en. Beaucoup redoutaient aussi l'arrivée de l'armée rouge. Pendant près de 4 ans, les forces nazies ont causé d'immenses destructions en Union soviétique. Des millions de civils et de soldats soviétiques sont morts.
De nombreuses villes et villages furent incendiés ou détruits. Il y eut aussi des exécutions de masse, du travail forcé, la famine et d'autres crimes dans les territoires occupés. Les soldats allemands savaient que beaucoup de soldats soviétiques étaient très en colère et craignaient que l'Allemagne subisse une vengeance pour les actes nazis à l'Est. C'est pourquoi, bien que la défaite soit presque certaine, beaucoup pensaient devoir retenir l'armée rouge, ne serait-ce que quelques jours. Devant eux se trouvaient des millions de soldats soviétiques prêts à mettre fin à la guerre. Derrière eux se trouvait Berlin, le dernier centre du pouvoir d'Hitler. Et entre les deux armées se trouvaient les hauteurs de Seelow, la dernière grande défense à briser avant d'ouvrir complètement la route vers la capitale. Et à l'aube du 16 avril 1945, la grande attaque soviétique a commencé à l'est de l'Allemagne. Des milliers de pièces d'artillerie et de lance-roquettes ont tiré simultanément le long des rivières Oder et Neisse. Les tranchées et bunkers allemands, ainsi que les routes et lignes de communication, ont été bombardés avant l'assaut de l'infanterie et des chars. Mais aux hauteurs de Seelow, le premier bombardement n'a pas été totalement réussi. Le général Gotthard Heinrici avait deviné que l'armée rouge allait bientôt attaquer. Avant que la plupart des obus ne tombent, il a retiré certains soldats allemands de la première ligne de défense. À cause de cela, de nombreux obus soviétiques ont frappé des positions presque vides. Lorsque le bombardement s'est atténué, les défenseurs allemands sont retournés à leur position. L'infanterie soviétique a été accueillie par des mitrailleuses, mortiers, artillerie et armes anti-chars. L'armée rouge a également utilisé de grands projecteurs pour éblouir les Allemands, mais il y avait une épaisse fumée, du brouillard et de la poussière tout autour. Au lieu de gêner la vision des défenseurs, la forme de certains soldats soviétiques et de leurs véhicules est devenue encore plus visible. Les artilleurs allemands ont ainsi eu des cibles plus faciles à atteindre. Le terrain à traverser pour les assaillants était difficile. La plaine était boueuse et molle, obligeant de nombreux chars et camions à emprunter les rares routes praticables. L'infanterie, les chars, l'artillerie et les véhicules de ravitaillement se sont rapidement entassés. Lorsqu'un véhicule était immobilisé à l'avant, il bloquait tous ceux qui étaient derrière. L'artillerie allemande pouvait aussi facilement toucher la longue colonne de véhicules. En seulement quelques heures, l'offensive du maréchal Georgi Zhukov a ralenti. Son premier plan était d'attendre que l'infanterie perce la ligne allemande avant d'engager ses grandes armées de chars. Mais la défense n'a pas été brisée immédiatement. Au fur et à mesure que la bataille s'éternisait, la pression sur Zhukov augmentait. Il savait que les forces du maréchal Ivan Konev progressaient tant plus rapidement au sud. Pour éviter d'être devancé à Berlin, il ordonna à ses chars d'avancer tout de suite, bien que la voie ne soit pas dégagée, rendant le champ de bataille encore plus chaotique. Les chars se sont mêlés à l'infanterie qui était couchée au sol et se cachait du feu allemand. Certains véhicules ne pouvaient pas avancer, tandis que d'autres prenaient la mauvaise direction. Mais malgré le chaos de la première attaque, l'armée rouge ne s'est pas arrêtée. Il continuait d'envoyer de nouvelles unités d'infanterie, des chars, de l'artillerie et des ingénieurs. Lorsqu'une unité était stoppée, un autre groupe tentait d'attaquer une autre partie de la ligne allemande. Le Panzerfaust représentait un grand danger pour les chars soviétiques. C'était une petite arme anti-char qu'un soldat pouvait porter. Si un combattant allemand parvenait à s'approcher sur le côté ou à l'arrière d'un char, il pouvait le détruire d'un seul tir. C'est pourquoi l'infanterie devait accompagner chaque groupe de chars. Les soldats fouillaient les tranchées, les maisons, les fossés et les arbres, où pouvaient se cacher ceux qui portaient des Panzerfaust. Pendant 3 jours, l'armée rouge a continué d'attaquer tandis que les forces des défenseurs allemands s'épuisaient peu à peu. Ils manquèrent de munitions, de carburant, de renforts et de repos. Lorsqu'une position défensive tombait, il était difficile de la reprendre car il ne leur restait que très peu d'unités de réserve. Le 19 avril, les forces de Zhukov ont brisé les principales défenses allemandes aux hauteurs de Seelow. Mais cela a eu un coût élevé. Des milliers de soldats des deux camps ont été tués, blessés ou portés disparus en seulement quelques jours. Jusqu'à présent, les chiffres exacts varient. Mais il est clair que les pertes lors de la bataille ont été énormes. Alors que Zhukov avait des difficultés à Seelow, l'armée de Konev a progressé plus rapidement au sud. Certaines positions allemandes devant lui étaient plus faibles, et son attaque d'artillerie a été mieux organisée avant que les soldats ne traversent la rivière Neisse. Les ingénieurs soviétiques ont vite construit des ponts pour que l'infanterie, les chars et les véhicules de ravitaillement puissent traverser. Grâce à cela, les forces de Konev sont rapidement arrivées à l'arrière de certaines unités allemandes. D'autres se sont repliées sans ordre clair. Certains ont été séparés de leur commandant tandis que d'autres se sont rendus car ils n'avaient plus de voie de sortie sûre. En voyant les progrès rapides de Konev, Staline lui a permis de tourner vers le nord en direction de Berlin.
Cela signifiait que deux puissantes, les forces soviétiques s'approchaient désormais rapidement de la ville depuis des directions différentes. La compétition entre Zhukov et Konev s'est intensifiée. Ils voulaient tous les deux être les premiers à atteindre le centre de Berlin. Mais alors qu'ils accéléraient l'attaque, leurs véhicules de ravitaillement avaient sans du mal à suivre. Les chars nécessitaient du carburant en continu, tandis que l'infanterie avait besoin de munitions, nourriture et soins médicaux. Si les camions de ravitaillement étaient eux laissés derrière, une unité entière pouvait être forcée de s'arrêter, même sans ennemis en face. Les troupes soviétiques avaient aussi du mal avec les forêts, les marécages, les petits villages et les routes étroites. Dans ces endroits, de petits groupes allemands pouvaient se cacher. Parfois, ils laissaient tout d'abord passer les chars soviétiques avant d'attaquer les camions et les ambulances puis à l'arrière. À cause de cela, l'armée rouge devait inspecter chaque village, chaque intersection, chaque forêt et chaque pont qu'elle traversait. Le 20 avril, jour de l'anniversaire de Hitler, ils étaient beaux déjà à portée de tir. Des obus ont commencé à tomber sur le centre-ville. Pour les civils, la situation est devenue encore plus dangereuse. Il y avait des raids aériens des alliés occidentaux, de l'artillerie des forces soviétiques et des combats qui se rapprochaient des banlieues. Les sous-sols des appartements et des bâtiments servaient d'armée d'abri. Des familles s'entassaient alors que la terre tremblait à chaque explosion. Par endroits, eau et nourriture manquaient. L'électricité et les communications étaient coupées. Les médecins et les ambulances avaient du mal à atteindre les blessés. Pendant ce temps, le système de commandement allemand était presque effondré. Les forces soviétiques ont pris le contrôle du quartier général militaire à Winsdorf, au sud de Berlin. Certaines unités allemandes, en retraite depuis l'Est, n'avaient également plus de communication fiable. L'un des commandants qui a perdu le contact avec Berlin était le général Helmut Weidling. À cause du chaos, une fausse rumeur s'est répandue selon laquelle il aurait déplacé ses troupes sans autorisation. Un ordre a même été donné pour le faire pendre. Weidling s'est rendu au bunker de Hitler pour expliquer ce qui s'était passé. Au lieu d'être exécuté, il a été nommé commandant en chef de la défense de Berlin. Sa nouvelle tâche était extrêmement difficile. Il devait défendre une grande ville avec des unités manquant de soldats, de munitions, de chars, de carburant et de moyens de communication. Il ne contrôlait pas entièrement tous les défenseurs. Il y avait l'armée régulière, la Waffen-SS, la police, la jeunesse hitlérienne, la Volkssturm et divers groupes avec leurs propres commandants. Alors que le chaos règne dehors, la situation empire aussi dans le bunker d'Hitler. Le 22 avril, on lui a annoncé que la contre-attaque qu'il attendait du général Felix Steiner n'avait pas eu lieu. Sur la carte, il semblait qu'il avait encore de grandes armées à sa disposition. Mais sur le véritable champ de bataille, beaucoup de ces unités manquèrent de soldats, étaient dispersées ou n'avaient plus la capacité de mener une grande offensive. Hitler s'est mis en colère contre ses généraux. Il criait que le commandement militaire l'avait trahi et avait échoué. Au milieu de sa colère, il a admis que la guerre était perdue. Mais il refusait toujours de se rendre. Plus tard, il est revenu à élaborer des plans qui n'étaient de plus réalisables. Il espérait que les armées de Steiner, Walter Wenck et Theodor Buss attaqueraient depuis différentes directions. Le problème, c'est qu'aucun d'entre eux n'avait la force suffisante pour briser la grande force soviétique qui approchait de Berlin. Alors qu'Hitler restait dans le bunker, plusieurs hauts responsables du gouvernement nazi quittaient la ville un par un. Cela incluait Hermann Göring, Heinrich Himmler, Karl Dönitz et Albert Speer. Certains disaient qu'ils avaient des devoirs à accomplir ailleurs. Mais pour beaucoup de Berlinois, le message était clair. Les dirigeants qui avaient été ordonnés de se battre jusqu'à la mort étaient aussi les premiers à fuir le danger. Heinrich Himmler a aussi secrètement tenté d'engager des pourparlers avec les alliés occidentaux. Il espérait que l'Allemagne pourrait se rendre à la Grande-Bretagne et aux États-Unis tout en continuant à combattre l'Union soviétique. Les alliés occidentaux ont rejeté cette proposition. Ils exigeaient la reddition totale de l'Allemagne nazie et non un accord séparé contre un pays allié. Pendant que cela se produisait, les forces de Zhukov et de Konev se rapprochaient de plus en plus l'une de l'autre, leur objectif étant d'encercler complètement Berlin et de couper toutes les principales routes de sortie. En avril 1924, plusieurs unités soviétiques se sont réunies dans la partie sud-est de la ville. En même temps, une grande partie de la 9e armée allemande et plusieurs unités de la 4e armée blindée ont été coupées à Berlin. Ils se sont retrouvés piégés dans les forêts et les petites villes au sud-est de la capitale. Cet endroit est devenu connu sous le nom de la poche de Halbe. Il n'y avait pas que des soldats qui y étaient coincés. Des milliers de civils qui avaient enfui leur ville par peur d'être rattrapés par l'armée rouge étaient également présents. La zone contrôlée par les Allemands s'est rapidement réduite.
Ils étaient bombardés chaque jour par l'aviation et l'artillerie soviétique. Nourriture, carburant et munitions étaient un rare. Il y avait aussi beaucoup de blessés, mais il manquait de médicaments et de véhicules pour les évacuer. Hitler a ordonné au général Busse de se rendre à Berlin et de sauver la ville. Mais Busse savait que ce n'était plus possible. Au lieu de cela, il a choisi de fuir vers l'ouest et d'essayer de rejoindre les forces du général Wenck. L'objectif était d'atteindre une zone contrôlée par les Américains. Pour de nombreux soldats et civils allemands, il valait mieux se rendre aux Américains que d'être capturés par les Soviétiques. Ils ont essayé de percer les lignes soviétiques en utilisant les véhicules blindés restant à l'avant. À l'arrière, l'infanterie, les blessés, les réfugiés, les personnes âgées, les femmes et les enfants marchaient en. Les routes à travers la forêt étaient extrêmement encombrées. Lorsqu'un véhicule tombait en panne à l'avant, toute la colonne s'arrêtait. Lorsque l'artillerie soviétique ouvrait le feu, les gens se dispersaient et se cachaient entre les arbres. Beaucoup de blessés étaient vraiment laissés derrière parce qu'il n'y avait plus de place dans les véhicules. Certaines unités ont changé de direction plusieurs fois parce que leur chemin était bloqué. Le 28 avril, un grand groupe a réussi à passer par une partie faible de l'anneau soviétique, mais il devait encore traverser une vaste zone contrôlée par l'armée rouge. Avant d'atteindre les forces de Wenck, seuls quelques-uns ont réussi à sortir. Beaucoup sont morts, blessés ou capturés dans la poche de Halbay. En raison des différences dans les rapports, le nombre exact de victimes n'est pas certain, mais cela a été reconnu comme l'une des parties les plus sanglantes de l'opération de Berlin. Alors que la bataille faisait rage à Albe, l'armée rouge a complètement encerclé Berlin le 25 avril. Aucune grande voie ne permettait plus aux défenseurs de fuir ou aux renforts d'entrer. Ce même jour, les Soviétiques et les Américains se sont rencontrés près de la rivière Elbe. Cette rencontre était importante car elle montrait que le territoire restant de l'Allemagne nazie était désormais divisé. À l'est, il y avait déjà l'armée rouge. À l'ouest, il y avait les Américains et les autres forces alliées. Mais même si la fin était clairement proche, les crimes ne se sont pas arrêtés. Des membres de la SS et de la police militaire allemande arrêtaient et tuaient encore leurs soldats soupçonnés de désertion, de reddition ou de tentative de survie. Des corps étaient laissés sur le bord de la route avec des pancartes indiquant que la personne tuée était un déserteur ou un lâche. Le but était d'effrayer les autres soldats et de les forcer à rester à leur poste. Des responsables nazis ont également tué des prisonniers politiques et d'autres détenus avant l'arrivée des Alliés. Dans les camps de concentration de Sachsenhausen et de Ravensbrück, la SS a forcé des dizaines de milliers de prisonniers à marcher loin de l'armée rouge qui approchait. Beaucoup étaient maigres, malades et presque sans force. Ils ont dû marcher longtemps avec peu de nourriture, d'eau, de vêtements et de repos. Ceux qui ne pouvaient en plus suivre étaient abattus ou abandonnés sur la route. Beaucoup sont également morts de faim, de maladie, de froid et d'épuisement. Ces marches forcées ont été appelées les marches de la mort. Les SS ont fait cela pour empêcher les prisonniers d'être libérés et pour dissimuler certaines preuves de leurs crimes. Lorsque les troupes soviétiques sont arrivées à Sachsenhausen en avril, elles ont trouvé plusieurs milliers de prisonniers trop faibles pour être emmenés lors de la marche. Nombre d'entre eux peinaient à se tenir debout et nécessitaient nourriture, médicaments et soins d'urgence. Mais l'armée rouge n'était pas non plus innocente des abus qui ont eu lieu pendant son avancée en Allemagne. Des soldats soviétiques volèrent dans les maisons, magasins, entrepôts et fermes, emportant nourriture, vêtements, vélos, équipements, bijoux et montres. Des officiers ont tenté d'empêcher les pillages et d'autres violations, et certains soldats ont été punis. Mais dans de nombreux endroits, l'application de la discipline était faible et inégale. Il y avait des commandants qui fermaient les yeux, tandis que d'autres privilégiaient l'avancée rapide plutôt que d'enquêter sur les crimes commis par leurs hommes. Il y avait aussi d'anciens prisonniers de guerre soviétiques libérés des camps allemands, mais ils n'ont pas été immédiatement traités comme des victimes. Le gouvernement soviétique les soupçonnait car ils avaient été capturés par l'ennemi. Certains ont été examinés par les forces de sécurité, envoyés dans des camps spéciaux ou immédiatement renvoyés au service militaire. Pour eux, la souffrance ne s'est pas arrêtée immédiatement, même après avoir été libérés de la captivité allemande. En seulement quelques jours, la situation autour de Berlin a complètement changé. La principale défense à l'est a été brisée. Les forces allemandes ont été encerclées à Albe. Les armées soviétiques et américaines se sont rencontrées à l'Elbe, et Berlin a été complètement encerclé. Il n'y avait plus assez de troupes pour sauver la ville. Il n'y avait plus de voie claire pour sortir. Mais la bataille n'était pas encore terminée. La prochaine étape ne se déroulerait plus dans de vastes champs ou sur des hauteurs.
Elle aurait désormais lieu dans les rues, maisons, tunnels de métro, ponts et bâtiments détruits de Berlin. À mesure que l'armée rouge s'approchait du centre de Berlin, la vie des civils devenait de plus en plus dangereuse. De nombreuses femmes ont été victimes de violences sexuelles de la part de certains soldats soviétiques. Les estimations des historiens varient quant au nombre exact, mais il est clair que les abus ont été très répandus. Quelques soldats ont été punis, mais la plupart des cas n'ont pas fait l'objet d'une enquête. Pendant ce temps, des combats de rue intenses ont commencé à l'intérieur de Berlin. Il n'était pas facile de prendre la ville car de nombreux bâtiments étaient détruits et les routes étaient débloquées. Et de nombreux défenseurs allemands se sont cachés dans des maisons, des sous-sols, des gares, des tunnels et sur les toits. L'armée rouge a utilisé de petites équipes d'assaut composées d'infanterie, d'ingénieurs, d'artillerie et de véhicules blindés. Au lieu de toujours passer à découvert, ils percèrent des murs pour passer d'un bâtiment à l'autre. Chaque bloc devait être pris un par un. Parfois, les soldats soviétiques contrôlaient un étage, mais il y avait encore des défenseurs allemands au sous-sol ou à l'étage supérieur. À cause de cela, le combat était lent et sanglant. La principale cible de l'armée rouge était le centre de Berlin, où se trouvaient le Reichstag et le bunker de Hitler. Le Reichstag était important car il symbolisait le pouvoir de l'Allemagne. C'est pourquoi l'Union soviétique voulait y hisser son drapeau comme un signe clair de victoire. Mais avant de pouvoir l'atteindre, il devait traverser un espace ouvert sous le feu des mitrailleuses et de l'artillerie. Après leur entrée dans le bâtiment, les combats ont continué dans les escaliers, couloirs, chambres et au sous-sol. Finalement, le drapeau soviétique a été hissé au sommet du Reichstag. Le 29 avril, Hitler a épousé Eva Braun. Le lendemain, le 30 avril, ils se sont suicidés tous les deux dans le bunker. Il n'existe aucune preuve solide que Hitler ait fui en Argentine ou dans un autre pays. Après sa mort, Karl Dönitz a été choisi comme nouveau président de l'Allemagne, tandis que Joseph Goebbels est devenu chancelier. Mais il n'avait presque plus aucun contrôle réel sur Berlin. Le 1er mai, des représentants allemands ont tenté de négocier avec les commandants soviétiques. L'Union soviétique n'a pas accepté un accord limité. Elle exigeait une reddition totale. Lorsque les négociations ont échoué, Joseph et Magda Goebbels ont tué leurs enfants avant de se suicider. Quelques soldats allemands et des responsables nazis ont tenté de s'échapper de la ville. Certains ont réussi à s'échapper, mais beaucoup ont été tués, blessés, capturés ou forcés de se rendre. Le 2 mai, il était clair que la lutte n'avait plus aucun sens. Le général Helmut Weidling a ordonné aux derniers défenseurs de cesser le combat. Ensuite, il a remis Berlin à l'armée rouge. Peu à peu, les tirs se sont tus. Les civils sont sortis des sous-sols et des abris et ont vu l'ampleur réelle de la destruction. Les maisons, les bâtiments, les ponts, les gares et les routes étaient détruits. De nombreuses zones de la ville étaient jonchées de décombres, véhicules détruits et cadavres. La bataille de Berlin s'est terminée le 2 mai 1945. Des dizaines de milliers de soldats et de civils sont morts pendant toute l'opération. Il est difficile de déterminer le nombre exact, car les archives sont confuses et beaucoup de personnes sont portées disparues. Mais le résultat est clair, Hitler est mort. L'armée rouge contrôle désormais Berlin et il n'y a plus aucune grande force capable de sauver l'Allemagne nazie. Le 7 mai, les représentants allemands ont signé la reddition sans condition. La reddition a de nouveau été signée à Berlin le 8 mai et c'était déjà le 9 mai à l'heure de Moscou. Ici, la Seconde Guerre mondiale en Europe s'est officiellement terminée, mais l'Allemagne n'est pas tout de suite redevenue normale. L'Allemagne a été divisée en zones d'occupation par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique. Berlin a également été divisée entre l'Ouest et l'Est. Plus tard, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est ont été créées. Berlin est devenu le centre d'un nouveau conflit appelé la guerre froide. Ainsi, la chute de Berlin n'a pas seulement mis fin au pouvoir de Hitler, elle a mis fin à l'Allemagne nazie. Mais elle a aussi ouvert une nouvelle division de l'Europe,